nalingaka yo je n'étais pas yuma, nalingaka yo je n'étais pas yuma, nalingaka yo je n'étais pas yuma, nalingaka yo Je vous invite tous à suivre la Congolaise 242, la place des artistes. Les gens ne réalisent pas à quel point un simple livre peut changer toute une vie. C'est par ces citations de Malcolm X que nous allons faire une immersion inédite dans le monde de la littérature en général et de la littérature congolaise en particulier. Pour ce faire, nous avions choisi pour vous Emeraude Koka, écrivain, critique d'art, critique littéraire, qui va tenter de nous plonger dans les eaux de la littérature congolaise. Bonjour Emeraude. Bonjour Chissa. C'est un plaisir pour moi de partager pour la toute première fois ce plateau sur la plateforme La Congolaise 242. C'est un plaisir pour moi aussi d'être reçu pour la première fois sur La Congolaise 242. Comme je l'ai dit tantôt de l'interne de cette émission, tu vas tenter de nous faire goûter, s'il faut dire comme ça, le mystère du bruit et du silence des mots. Alors pour commencer, c'est quoi la littérature d'une manière générale? Alors, définir la littérature comme ça, de façon générale, c'est assez complexe. S'il faudrait que je donne une définition à moi en fonction de tout ce que je sais de la littérature, il s'agit d'une discipline artistique dont le travail est lié aux mots, à l'expression et à l'expressivité plus exactement. C'est-à-dire que l'on s'exprime à travers des genres qui sont bien connus et consacrés depuis des siècles, donc le roman, la poésie, le théâtre, l'essai. Aujourd'hui, on parle aussi du récit, de la biographie, etc. Mais avec pour tâche première le travail sur l'expressivité. C'est-à-dire que la littérature se distingue du langage ordinaire par la recherche de l'expressivité. Un texte administratif, par exemple, est un texte qui obéit au code de l'administration. Dans le langage ordinaire, on a une façon de parler pour communiquer. Mais ce que vise la littérature, c'est soit amplifier, soit atténuer un message, soit en dire plus, soit en dire moins, soit épater, soit décevoir. Donc toujours l'expressivité. D'accord. Mais Emeraude Koka, en t'écoutant parler, on a l'impression que la littérature est un art réservé à une catégorie de personnes. C'est trop intellectuel, de la conception, pour qui produisent les livres, et à la consommation, ceux qui lisent les livres. Il faut avoir un certain niveau pour pénétrer le mystère d'un artiste. Je crois surtout que le problème de l'accessibilité de la littérature est lié à l'éducation que l'on a. C'est-à-dire que si vous êtes un parent et que vous initiez votre enfant à la lecture depuis le bas âge, parce qu'il y a des bibliothèques pour enfants, il y a des œuvres littéraires pour les enfants, vous verrez que cet enfant aura une certaine culture de la lecture, grandira comme ça, et même étant adulte, aura du mal à se détacher de la lecture. La lecture doit faire partie de la vie, comme la musique, comme le sport, comme le cinéma. Il y a des œuvres littéraires grand public. D'ailleurs, quand vous suivez les débats littéraires, il y en a qui ont parfois un langage dédaigneux vis-à-vis de ce qu'ils vont appeler de la littérature de gare, de la littérature commerciale. Ça veut dire qu'il y a de la littérature qui peut être consommée même par des personnes qui n'ont pas un très grand niveau d'expression. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà être intéressé et bannir la fausseté selon laquelle lire ennuie. D'accord. Est-ce que tu peux, d'une manière un peu générale, nous faire la différence des genres littéraires qui existent, de la poésie, le roman, la particularité de chaque genre littéraire? Alors, de façon ramassée, parce que ça peut faire l'objet de cours entiers, mais de façon ramassée, un roman est une longue histoire. Voilà. Quand vous avez affaire à une histoire inventée, donc c'est une fiction, qui va au-delà de 120 pages, on a affaire à un roman. Et il n'y a pas de limitation de pages. On a des romans de 1000 pages, on a des romans de 800 pages, il y en a de plus petits de 300, de 200 pages. Quand vous avez affaire à une histoire de fiction, donc une histoire inventée courte, de 4 pages, 8 pages, 80 pages, là on a affaire à une nouvelle. Et généralement, la nouvelle, elle seule, ne fait pas un livre. Pour faire un livre, il faut faire plusieurs nouvelles, ça fait un recueil de nouvelles. Lorsque vous avez affaire à un texte qui vise d'abord et avant tout l'expressivité, qui obéit à des formes particulières que je n'ai pas le temps d'énumérer, on a affaire à la poésie. Le but de la poésie, c'est simplement la création dans le langage. Vous avez aussi des formes de texte qui marchent à travers les dialogues. Là, on a affaire à ce qu'on appelle le théâtre.
Et d'ailleurs, les scénarios de cinéma s'écrivent aussi de façon dialogique, mais le théâtre est à lui seul un genre littéraire à part entière. Vous avez des œuvres qui sont liées à la réflexion. C'est un auteur qui choisit un sujet ou un certain nombre de petits sujets, mais qui se recoupent et qui les développe sur 100-200 pages. Là, on a affaire à un essai. Voilà. Vous avez aussi une histoire qui est tirée de la vie réelle, mais qui est racontée à la manière d'une œuvre de fiction. Là, on a affaire à un récit. Donc ça, c'est un peu les petites particularités, mais évidemment, il y a plus à dire sur les Alors, Emerald Kouka, est-ce que les Congolais consomment facilement les œuvres littéraires des artistes écrivains congolais comme on consommerait facilement la musique congolaise? Oui et non. Oui, parce que le Congo est un grand pays de littérature. Et donc, on a plusieurs icônes qui ont fait leurs preuves sur le plan international, depuis Jean Malonga, Guy Menga, Chikaya Otamsi, Soni Labutansi, Maxime Debeka, Jean-Pierre Makutambuku. Aujourd'hui, il y a Alain Mabonkou, Wilfried Sondé, Emmanuel Dongala. Vraiment, au niveau francophone, on est un pays prolifique et qui a des auteurs de valeur. Et donc, forcément, quand vous vous intéressez à l'histoire de la littérature africaine et francophone plus généralement, vous tomberez sur des Congolais, forcément, même sans le vouloir. Donc, de ce fait, les Congolais qui lisent, je précise, lisent forcément les Congolais parce qu'ils se sont intéressés à l'histoire et que les Congolais font partie de l'histoire. Alors non, parce que beaucoup qui publient aujourd'hui rencontrent les problèmes liés à l'édition. Et lorsque j'évoque ce problème, j'évoque notamment le fait que pour la plupart, ils sont publiés à compte d'auteur. Et quand on est publié à compte d'auteur, eh bien, les œuvres ne circulent pas beaucoup. L'éditeur vous donne quelques petits exemplaires avec lesquels vous faites une petite promotion locale, mais après, vous n'avez pas une grande présence en librairie. Et quand vous n'êtes pas présent en librairie, personne ne vous voit. Vous n'êtes lu que par ceux qui viennent le jour de la présentation dédicace de votre livre. Et malheureusement, comme on ne vous lit pas, on ne vous connaît pas. Mais ce problème-là n'a rien à voir avec les Congolais. C'est un problème structurel. Il faut des maisons d'édition puissantes qui aient une vraie politique de diffusion de livres et ça nécessite des moyens. Donc, alors, mais maintenant, pourquoi encouragerais-tu à un Congolais de lire les livres? Parce que, bon, il peut préférer la musique ou le slam, mais pourquoi tu vas le conseiller de lire les livres? Ça serait quoi, par exemple, la raison? Alors, il y a même plusieurs raisons. Il n'y en a pas qu'une seule. Le fait est que les livres sont salutaires. D'accord. Donc, un esprit qui ne lit pas, c'est un esprit qui meurt intellectuellement. Il y a déjà ce qu'il faut savoir. Ça conditionne notre esprit à l'intellectualité, à l'effort cérébral. Ça nous permet de mettre des mots sur des réalités que nous ignorions complètement. Ça nous permet de dire autrement et mieux ce que nous pensons au fond de nous, mais qu'on n'arrive pas toujours à exprimer. Ça nous permet aussi de voyager. On n'a pas forcément été en Russie, mais quand on lit Dostoïevski, on voyage. On n'a pas forcément vécu à l'époque de la colonisation, mais lorsqu'on lit un Mongo Betty, on voit un peu à quoi ressemblait le Cameroun et l'Afrique avant les indépendances. Donc la littérature permet vraiment d'élargir son champ d'horizon et d'aller un peu partout, quoi, sans pour autant être directement en mouvement. Emerald Kouka, les écrivains locaux ne sont pas vraiment visibles, que ce soit dans les médias traditionnels, sur Internet, on a l'heure du numérique. Ils ne sont pas vraiment visibles, on a l'impression qu'ils sont renfermés dans leurs cellules. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un problème qui était structurel. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau des maisons, parce qu'il faut comprendre une chose, vous avez deux grands types de maisons d'édition. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle du compte d'éditeur et il y a ceux qui font du compte d'auteur. Une maison d'édition qui fait du compte d'éditeur, généralement, c'est une maison qui a la politique, les moyens de sa politique. Donc, c'est une maison qui publie votre livre sans vous demander un seul rang. C'est une maison qui diffuse vos ouvrages en librairie. Et c'est une maison qui vous accompagne dans la communication. Et donc là, ça fait que même pour un écrivain qui est profane, il y a un management autour qui fera que l'écrivain rencontre le public et que vos livres circulent vraiment et soient lus par un public large. En revanche, lorsque vous êtes publié à compte d'auteur, la maison d'édition, donc qui est généralement de taille moyenne et qui n'a pas des moyens, c'est pourquoi elle fait du compte d'auteur, elle vous demande de payer une somme pour la correction du livre, ainsi que pour tous les travaux liés à la production du livre. Et quand le livre paraît,
L'auteur est un peu abandonné à son propre sort. Il se bat tout seul pour la communication. Évidemment, tout le monde n'est pas rodé dans la communication. Donc, ça fait que parfois des auteurs aient du mal à s'exprimer. Mais sinon, pour ce qui est des réseaux sociaux, non, je crois qu'il y a les auteurs s'expriment quand même. La manie est même très grande aujourd'hui de publier ces textes sur les réseaux sociaux, ce que je déconseille d'ailleurs parce que avec les questions de propriété intellectuelle, on n'est pas à l'abri des copies et de plagiat. Les gens essaient de s'adapter comme ils peuvent avec les moyens du bord, mais vous savez, on ne peut pas demander à l'écrivain d'être lui et tout le reste à la fois. L'écrivain, son travail, c'est d'écrire, c'est de concevoir. Après, il y a toute une chaîne dans le monde du livre qui devrait l'accompagner. Mais rassurez-vous sur un fait, le problème n'est pas que congolais. Il est mondial. C'est-à-dire que même quand vous allez au niveau de la France, je cite la France parce qu'il faut l'avouer quand même que Paris est la capitale francophone du livre. Aucun écrivain d'expression française ne devient grand s'il n'est pas passé par Paris. Je sais de quoi je parle. Mais le fait est que même au niveau de la France, vous retrouvez des maisons d'édition à compte d'auteurs. D'accord. Et il y a beaucoup d'écrivains qui galèrent pour arriver à être publiés à compte d'éditeurs. C'est un peu comme dans le monde du football, en fait. C'est vrai que vous avez des professionnels et des amateurs. Il y a plus d'amateurs que de pros. Et pour jouer en pro, c'est difficile. Simplement parce que les grandes équipes ont des critères, mais aussi ce sont un peu des chasses gardées, des circuits fermés. Mais il faut se battre et quand on croit en ses ambitions, on peut s'en sortir. Alors, Emerald Koka, de façon pratique, quel est le processus de la création, de la publication d'un livre? J'ai écrit mon texte, je fais quoi? Alors, lorsqu'on a écrit son texte, une fois qu'on pense qu'on l'a totalement terminé, on a même fini la correction, il faut chercher à contacter une maison d'édition. Parce qu'on peut se renseigner auprès d'un ami, auprès d'un frère qui est déjà versé dans le monde de l'écriture. Moi, en général, chaque fois que je lis, je vois le nom de l'auteur, le titre du livre et en dessous le nom de la maison d'édition. Et donc ça fait que chaque fois que je tombe sur un livre qui est publié par un éditeur que je ne connaissais pas, je note. Et en général, les maisons d'édition ont un site internet pour informer. Et sur tous les sites internet de maisons d'édition, on a toujours une page manuscrit, soumettre un manuscrit ou contact. On va sur cette page, on lit les modalités d'envoi. Il y a des maisons d'édition qui reçoivent par mail. Il y en a qui ont même établi une espèce de grand tableau avec des points à remplir. Et ensuite, vous téléchargez votre fichier, vous cliquez sur envoyer et le fichier s'en va. Et il y en a qui reçoivent par la poste, mais ils vous donnent l'adresse postale. Et il y a toujours une lettre de présentation à côté dans laquelle vous résumez votre livre et vous faites votre biographie. Ça permet à l'éditeur déjà de se faire une idée du contenu et de savoir qui vous êtes. C'est aussi simple que ça. Et il faut attendre environ 3 à 6 mois, ça c'est pour les grandes maisons d'édition, pour obtenir une réponse. C'est vrai que c'est beaucoup, mais quand c'est pas ça, pour les maisons qui font du compte d'auteur, c'est 3 semaines, 2 semaines. D'accord, maintenant, lorsque mon paquet est retenu par une maison d'édition, qu'est-ce qui arrive après? En général, la maison d'édition vous répond. Et après, l'éditeur manifeste son intérêt pour votre manuscrit. Et après, vous partez sur un accord. Donc, l'éditeur va vous proposer un contrat d'édition. Vous lisez toutes les modalités du contrat. Si elles vous conviennent, vous signez et puis vous partez vers une collaboration. Et l'éditeur choisira, en fonction de son calendrier, de sa programmation, quand est-ce que votre livre devra paraître. Ça se passe comment? Est-ce que j'ai des exemplaires? Est-ce que c'est qui décide du tout? Comment ça arrive? Alors, lorsque, une fois encore, le fonctionnement, encore une fois, dépend du type d'éditeur qu'on a choisi. Quand c'est une maison d'édition à compte d'éditeur, en général, vous recevez quelques exemplaires, mais pas beaucoup. Pour vous, l'auteur, c'est votre droit. Ça peut être 5, ça peut être 10, tout dépend de l'éditeur. Mais vraiment, ce que vous recevez, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est comme un forfait. À l'opposé, tout le reste de vos exemplaires qui sortent chez l'imprimeur, tout dépend du tirage. En général, pour un recueil de poèmes, c'est 300, 500 exemplaires qui sortent en premier. Si l'ouvrage se vend bien, vous verrez que le livre va être écoulé et qu'après, il y aura un deuxième tirage. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un roman ou d'un essai, on peut aller jusqu'à 3000 exemplaires. Mais les 3000 là, ce n'est pas vous qui les prenez. Vous avez reçu 5 ou 10, mais après, ces exemplaires sont envoyés chez les libraires. On peut envoyer 3 à 5 exemplaires par librairie et au fur et à mesure, quand il y aura des achats, on collectera vos ventes. Mais quand c'est une maison d'édition qui fait du compte d'auteur, c'est vous l'auteur qui achetez. Donc la maison d'édition vous fixe
le nombre d'ouvrages et vous fait une facture. Et vous achetez en fonction de cette facture. Et en fonction de cette facture, vous recevez donc finalement vos exemplaires qui vous permettent de faire une promotion locale. D'accord. Emerald Kouka, j'ai de l'inspiration dans ma chambre, j'ai écrit sur ordinateur ou bien sur une feuille de papier et tout. Est-ce que ça suffit pour que je puisse envoyer cela à une maison d'édition? Non. Déjà, ce que moi je recommande toujours aux jeunes écrivains, c'est de ne pas juste se fier à leurs impulsions. Il faut d'abord être sûr d'avoir le niveau d'être un écrivain. Voilà. Parce que être écrivain, c'est une stature. Ça suppose un certain nombre de connaissances, un certain nombre de prérequis. Il ne suffit pas de savoir que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, ou comment on accorde le participe passé de l'auxiliaire être. Non. Il faut déjà avoir un certain niveau, et ce niveau nécessite d'abord avoir lu très longtemps. Et lorsqu'on lit les grands écrivains, on peut évaluer son propre niveau. Tout le monde veut être écrivain et très peu lisent. Or, lorsque vous lisez, vous vous faites une idée de votre niveau. Parce que rassurez-vous, hein, vous faites de la poésie, allez lire Aimé Césaire ou Mallarmé ou Chikaya Otamsi. Si vous n'avez pas le niveau, vous le saurez tout de suite. Et vous-même, vous allez réduire vos ambitions. Si vous voulez d'où j'ai dit au départ que c'est vraiment un art réservé à une catégorie de personnes. C'est pour les intellectuels. Pas pour la lecture. Voilà. Pour la lecture, tout le monde peut lire de la littérature. Parce que comme je mais tout le monde ne peut pas pénétrer la pensée, par exemple, de Chikaya Otamsi ou Emerald Kouka. Oui, mais pour pénétrer après... ça, bon, il faut avoir un certain niveau. Oui, mais ça vient avec le temps. La littérature, c'est justement ça amende cérébrale. La littérature, c'est la réflexion, c'est l'intellectualité. C'est la beauté des mots, exactement. On donne vie aux mots, et voilà. Alors, on va avancer, on est pratiquement vers la fin, avec la montée exponentielle du numérique. Alors, quel est l'impact que toi tu observes du numérique dans la conception, la consommation et la vente du livre? Est-ce que ça participe à l'épanouissement de vous les écrivains ou bien ça vous retarde un tout petit peu? Je ne pense pas qu'il y ait un retard en tant que tel, parce qu'il je le dis toujours, il y a cette espèce de manichéisme, de polarisation, où l'on met le livre d'un côté et de l'autre le numérique. Et on a comme l'impression que ces deux mondes antagonistes qui ne vont pas ensemble. Mais dans la pratique, c'est très faux. Moi, j'ai essentiellement écrit mon premier ouvrage, Hérésiarque toute la lyre, sur mon téléphone. Voilà. Je l'ai essentiellement écrit sur mon téléphone. Ça, c'est déjà une des preuves qu'on peut faire avec le numérique. Donc ça c'est déjà un fait qui montre qu'il y a une adaptation. Au niveau de l'édition, on a des ouvrages, les ouvrages généralement sont publiés sur format papier et en numérique. Donc là non plus, ça ne pose pas problème. Et donc, vraiment, il y a juste une adaptation. Il y a des livres numériques, est-ce que le numérique va faire disparaître le livre Non, ça c'est un beau mythe. Pour la simple raison que ceux qui lisent vraiment, pour la plupart, préfèrent les livres physiques. Parce que vous savez que lire, c'est aussi un acte d'affection. On aime bien toucher le livre. En fait. C'est de l'intimité. On aime bien toucher le livre, sentir son odeur, le garder par devers soi. Donc, c'est pas toujours évident de lire les ouvrages en numérique. Par contre, là où les ouvrages en numérique dament le pion aux ouvrages en format physique, c'est en ce qui concerne les classiques de la littérature. Lorsque vous voulez lire les auteurs anciens, les Baudelaire, les Dante, les Goethe, et tout ce monde-là, on a du mal de plus en plus à avoir leurs ouvrages en librairie, parce que, comme c'est des classiques, leurs œuvres sont vieilles, et deux, même quand il y a leurs œuvres, du fait que c'est des classiques, des ouvrages incontournables, tout le monde veut les acheter. Donc, résultat, on n'arrive pas toujours à les trouver, et donc les gens se réfugient vers Internet, et c'est des œuvres qui généralement sont dans le domaine public, donc facilement on peut les télécharger, même de façon gratuite, sans payer. D'accord. Emerald Kouka, est-ce qu'au Congo, il y a des maisons d'édition? Si oui, on peut connaître un ou deux noms? Oui, il existe des maisons d'édition, mais la plupart des maisons d'édition qui publient les Congolais et qui sont implantées ici sont des maisons en fait qui sont à la base parisiennes ou marseillaises, bref, qui sont situées ailleurs, mais qui ont des représentations ici et qui publient les Congolais. Mais il y a tout de même des éditeurs locaux qui essaient de faire avec les moyens du bord, comme Emar par exemple, qui est dirigé par le professeur Mukala Kadimanzuji. Vous avez aussi les éditions LMI. On a eu entre-temps les éditions Lemba, mais je crois qu'ils ont fermé. Donc oui, il y a des entreprises locales qui essaient d'avancer dans ce sens-là pour apporter du soutien aux écrivains et faire évoluer la littérature comme elles peuvent. Voilà. La littérature congolaise, elle est vaste et riche. Mais moi, je m'intéresse à la littérature congolaise, je peux dire jeune,
Quand je vois jeune, je vois en termes d'années et en termes de nombre de livres mis sur le marché. Alors, je me dis que Emerald Kouka est très jeune, mais costaud dans le monde de la littérature. Vous êtes nombreux. Mais comment vois-tu l'avenir de la littérature congolaise? C'est seulement si on se base ou on se réfère à votre génération. Je pense comme ça à Tristel Mwanda, qui est récipiendaire du prix Grand Prix de la poésie Thomas Sankara au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour demain? Alors, il y a deux choses. D'accord. Oui, il y a des jeunes qui sont très intéressés par la littérature et qui certainement feront des belles choses d'ici quelques années. Mais il y a aussi beaucoup d'enthousiastes. Il faut quand même que l'on dise les choses de façon honnête. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on se met dans le monde de l'écriture, il faut prendre le temps de mûrir ses œuvres pour vraiment se hisser au niveau de l'écrivain et de publier. Donc tout ce que je dirais, c'est que jeune ou pas, parce qu'on peut commencer tard, prenons le temps de mûrir nos œuvres pour faire de grandes choses. Sinon, on aura toujours ces problèmes où on remarquera qu'il y a un foisonnement d'œuvres, qu'il y a plusieurs écrivains, mais que très peu réussissent à émerger et à trouver un lectorat large. Parce que pour se faire accepter par les maisons d'édition qui font du compte d'éditeur, il faut avoir un certain niveau. C'est vrai qu'il y aura toujours des problèmes qu'on va citer, comme le copinage éditorial, la nécessité d'être parrainé par un grand. Ouais. Ça se dit tout le temps. Ouais. Mais la première qualité pour se hisser à un certain niveau, c'est d'abord le travail. Et beaucoup sont enthousiastes aujourd'hui parce qu'avec la prolifération du compte d'auteur, tout le monde peut publier. L'avenir va ressembler au présent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font vraiment du travail et qui réussiront à sortir du lot. Il y aura toujours une majorité qui sera enthousiaste à l'idée de publier, mais qui ne sera pas toujours prête. D'accord. Pour finir sur ce point, maintenant, est-ce qu'au Congo, il existe des collectifs ou des regroupements des écrivains pour, c'est pas échanger, collaborer, encourager les jeunes? Est-ce que ça existe? Si on peut connaître aussi les noms. Il y en a plusieurs. Hein. Je vous citerai principalement deux collectifs. On a le Forum des gens de lettres, parce que vous savez qu'à une certaine époque au Congo, on avait l'UNEAC, qui regroupait un peu tous les écrivains. Donc c'est la promotion des Tati Loutard, etc. L'UNEAC existe toujours, hein, je crois, sous la houlette d'Henri Njombo, qui est aussi écrivain. Mais à côté de l'UNEAC, qui donc est une vieille association, on a le Forum des gens des lettres, qui est aujourd'hui dirigé par l'écrivain Jessie Luemba. Vous avez le PEN Centre Congo, parce que le PEN, c'est une association internationale, donc qui est basée dans plusieurs pays, d'où la précision Congo. Le PEN Centre Congo, qui est dirigé par Florence Onizaou, qui est lui aussi un écrivain. Et au sein du PEN, du forum, vous retrouvez un certain nombre d'actions qui permettent de mettre les écrivains en avant, de les accompagner dans le travail de communication. On l'a évoqué au début, ceux qui ne sont pas rodés et qui appartiennent à ces collectifs-là ont la chance d'être accompagnés pour la promotion de leurs livres. Et puis, on les rôde aussi de temps en temps lorsqu'il s'agit d'aller voir un éditeur pour ceux qui ne sont pas expérimentés. Et au sein de ces collectifs, il y a aussi un travail parfois de relecture entre les membres. Ceux qui écrivent un manuscrit peuvent le soumettre à 2-3 collègues écrivains pour le retravailler ou corriger des coquilles avant qu'il ne soit soumis à un éditeur. Emerald Kouka, écrivain congolais, très dynamique, très visible sur les réseaux sociaux, médias traditionnels, radio, télévision, tu es là. On a l'impression que tu gardes le secret pour toi parce que d'autres écrivains ne s'adaptent pas à ton rythme, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de visibilité. Mais toi, comment tu fais pour être visible? Là, tu es sur la Congolais 242, on te voit dans les conférences, des articles consacrés sur toi sur Internet, les médias te convoitent, s'il faut dire comme ça. Comment tu fais? Ou c'est un secret que tu gardes pour toi, pour permettre aux autres aussi? Non, je pense pas qu'il y ait un secret en tant que tel. Je crois surtout que j'ai eu de la chance déjà d'avoir un certain nombre de rapports avec les journalistes, parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler dans la communication. J'ai travaillé pour l'Institut français dans une autre vie, dans la communication, et donc j'avais déjà un certain contact avec la presse. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une certaine ouverture de mon côté. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la communication, mais j'ai bien conscience que la communication joue un rôle important dans la visibilité d'un artiste. Et donc,
lorsque je fais paraître mon ouvrage, je me suis bâti un plan de com, donc l'influence du métier. Voilà. Je me suis bâti un plan de com, j'ai essayé de prendre attache avec des médias. Évidemment, il y en a qui me répondent, il y en a qui ne me répondent pas, mais je fais avec ceux qui veulent bien m'accompagner. Et je crois que c'est d'abord ça. C'est-à-dire que si les choses ne viennent pas vers nous, à un moment, il faudrait qu'on aille vers les choses. Ouais. D'accord. Et moi, je profite de tes propos pour inviter une fois de plus les écrivains congolais qui pensent vulgariser, faire connaître leurs livres, leurs œuvres littéraires. La plateforme La Congolaise 242 est disponible pour vous accompagner. Emerald Kouka, tu as sorti le 14 février 2020 un livre, si je lis bien le nom, Hérésiaque, toute la lire, édition Les Listes Bleues, c'est ça? Je ne me trompe pas. Alors, l'aperçu de ce livre-là, c'est quoi? Un roman, un essai, je ne sais pas, ça parle de quoi exactement? Où est-ce qu'on peut le trouver? Et puis voilà. Alors, j'ai fait paraître, c'est plus exactement fin 2019, j'ai fait paraître cet ouvrage, Hérésiarque, toute la lyre, qui est un tout petit recueil de poèmes. C'est mon premier livre. Mais costaud en contenu. Oui, c'est le fruit d'une longue consécration en écriture et de quelques mois de nuits blanches, de travail acharné. Alors, il s'agit d'un recueil de poèmes, comme je l'ai dit. La signification en est tout simple. C'est un recueil de 30 poèmes. Hérésiarque est le premier des 30. Un hérésiarque, c'est un porteur d'hérésie. Une hérésie, c'est toute doctrine qui est contraire à ce qu'on admet communément. Et donc, toute la lyre, c'est une expression qui veut dire etc. et tutti quanti et tout ça, frusquin et gna et tout ça. Hérésiarque, toute la lyre, c'est donc hérésiarque, c'est-à-dire le premier poème et d'autres poèmes du même genre. Alors, on comprend tout de suite que c'est moi qui me positionne comme un hérésiarque. Par rapport à quoi je suis un hérésiarque? Eh bien, c'est juste que depuis le début du XXe siècle, dans la littérature et dans les arts en général, il y a eu plusieurs changements. Jusqu'à une certaine époque, les gens suivaient strictement les règles pour écrire et faire de l'art. Mais au XXe siècle, on a observé un bouillonnement culturel dans le monde tel que certains codes ont été cassés. On a commencé à parler d'œuvres iconoclastes, etc. Et aujourd'hui, on écrit de façon entre guillemets contemporaine, c'est-à-dire sans contrainte, sans véritable règle, en se laissant aller au gré de son inspiration. Et moi, dans cet ouvrage, je renoue avec les règles classiques de la poésie, notamment avec la versification française, et j'use d'un vocabulaire qui est rare, qui est basé sur des particularités lexicales, avec des mots parfois archaïques, des mots qui sont des particularités régionales. Et ça donne l'impression que mon œuvre est écrite par un auteur du Moyen-Âge. Ça lui donne une certaine hauteur, ça fait aussi son sel, je pense. Et par rapport à ça, je me situe en marge de mon époque. On fait du contemporain aujourd'hui, moi je fais du classique, donc je suis quelqu'un de marginal, et j'assume cette altérité. Donc par rapport à ça, oui, je suis un hérésiarque. Et donc c'est un peu comme si je prévenais une critique à travers le titre de mon ouvrage. Voilà, mais évidemment, ça ne veut pas pour autant dire qu'au niveau thématique, je suis déconnecté de la réalité. Non, vous retrouverez des thèmes qui sont propres à notre époque. J'évoque par exemple la danse traditionnelle tanzanienne du baikoko, qui est une danse qui est aujourd'hui prisée. J'évoque aussi la crise dans le pool, notamment que le Congo a connue 2016-2017, au lendemain des élections présidentielles. Et bien d'autres choses. D'accord. Alors, Emerald Kouka, où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là? Est-ce qu'il est disponible dans les librairies au niveau du Congo, en ligne? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Et ça coûte combien? Je ne sais pas. Alors, non, ce n'est pas un secret. Alors, Hérésiarque, toute la lyre, c'est un livre qui se vend plutôt bien à Brazzaville, oui. Et au Congo même en général, puisque on est généralement en rupture de stock. C'est tout le temps ça. Mais en ce moment, précisément, on peut le trouver à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville. Je crois que c'est à la librairie Les Manguiers qu'il reste encore quelques exemplaires. Oui, mais sinon, pour ceux évidemment qui ne peuvent pas faire le déplacement, puisque je sais que la Congolaise 242 est suivie un peu partout, ils peuvent aussi la voir en ligne. Il est vendu sur un peu toutes les plateformes de vente en ligne. Ouais. Alors pour finir, la Congolaise 242 te reçoit, s'il faut dire comme ça, pour la toute première fois sur son plateau. Ça fait 7 ans que nous faisons ce travail. C'est un peu comme les artistes, hein. On se bat comme des bons jeunes Congolais qui veulent toujours entreprendre dans le secteur culturel. Ça fait 7 ans, on ne baisse pas les bras. On essaie de vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Alors si tu as un mot pour cette plateforme, constituée essentiellement des jeunes. Alors moi j'encourage les œuvres qui sont faites par les jeunes. Je suis moi-même un jeune, mais ce n'est pas seulement ça la raison. C'est surtout parce que la jeunesse, c'est l'avenir. J'encourage ce média
parce que je pense aussi que c'est salutaire qu'il y ait des organes de presse qui puissent essentiellement parler de culture. Et donc, à la fois pour la jeunesse de la Congolaise 242 et aussi pour l'orientation de sa politique éditoriale, c'est un média qui a tous mes encouragements et tout mon soutien. Merci Emerald Kouka. Comme on dit, les plantes de demain sont dans les graines d'aujourd'hui. Il suffit que ces graines puissent tomber sur une terre fertile. Chers internautes, si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation jusqu'au niveau de la post-production. Nous vous invitons de partager massivement cette web émission. Nous allons certainement inviter Emerald Kouka pour un thème bien précis dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien. Je n'étais pas Yuma, Nalinga Kayo, 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 Je vous invite tous à suivre la Congolaise 242, la place des artistes.